Ah, et c'est parti. Et puis, je vais me mettre en mode aussi porteur. Bon, alors je vous souhaite bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour l'activité Le Bio-Art, présentée par Nathalie Dubois-Calero, dans le cadre de cette 3e édition de la Nuit de la philosophie organisée par Nouvelle Acropole Montréal. La conférence générale de l'UNESCO en 2005 a proclamé la 3e jeudi de novembre comme Journée mondiale de la philosophie chaque année. Et c'est pour souligner cette journée importante que nous vous proposons une dizaine d'activités à plusieurs endroits de la ville ce soir et sur des thèmes variés qui touchent plusieurs domaines de la vie humaine. Le thème général de l'événement cette année est « Philosophie et quête de sens, au-delà des apparences ». Et nous croyons que le monde a plus que jamais besoin de philosophie et qu'il est plus que nécessaire de rouvrir un espace collectif pour se retrouver et échanger avec objectivité et chaleur humaine pour trouver du sens. Je vais donc, sans plus tarder, inviter Nathalie Dubois-Calero à nous joindre, mais dire quelques mots sur son activité. Elle dit qu'elle a un pied dans les arts, elle est diplômée en beaux-arts et un pied en sciences. Elle a fait un doctorat en phytologie. Elle est née en France et vit à Montréal, au Canada actuellement, affiliée à Milieu, c'est un acronyme pour Institut de la culture, des technologies et des arts de l'Université Concordia. En anglais, Speculative Life Lab. Et maintenant, elle est membre actif du laboratoire artistique Incubator de l'Université de Windsor, en Ontario, où elle prépare une maîtrise. Alors, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Donc, je regarde et puis, bon, il n'y a personne d'autre qui nous joint. Voilà. Nathalie, c'est à vous. Bien, merci beaucoup pour cette introduction. Et d'abord, attendez, je vais peut-être mentionner une chose avant que ce soit trop tard. Donc, on vous voit tous. Vous pouvez mettre des questions dans la discussion, dans le chat. Et puis, on va au moment opportun, je les lirai, je les amènerai à Nathalie pour qu'elle ne s'interrompe pas dans sa présentation. Donc, je vous invite, à mesure qu'il y a des choses qui vous semblent curieuses et que vous voulez questionner, bien, n'hésitez pas à mettre des questions, puis on prendra le moment, à chaque moment, des pauses pour cela. Et il y aura une pause aussi, parce que ça va quand même durer 2 heures, et on fera une pause de 10 minutes dans 1 heure. Ça vous va? Voilà, j'avais oublié de mentionner tout ça. À vous, Nathalie. C'est parfait. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Et de mon côté, je tiens à remercier Nouvelle Acropole et tous les bénévoles et les gens qui ont participé à l'organisation de cet événement. Et je suis très heureuse de participer à la Nuit de la philosophie. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Une petite minute. C'est pas exactement le titre. Oui. Donc, est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Oui, parfait. Bien. Donc, en fait, le bio-art, c'est à la fois bio, c'est pour biologie, mais aussi les sciences en général, et puis art pour l'art. Et c'est une discipline, en fait, très récente.
Et il y a quand même plusieurs visions dans le bioart. Donc, il y en a une, par exemple, qu'on appelle plutôt prophylactique. Comme exemple, c'est La ferme d'Alexis Rockman. Donc, en fait, si vous regardez attentivement, c'est tout ce qu'on cherche à faire. Par exemple, des vaches carrées, parce que comme ça, on peut en mettre plus dans une étable. Enfin, exactement parallélépipédique. Vous voyez aussi, il y a des poulets avec 6 ailes. C'est pratique pour les amateurs d'ailes de poulet. Les tomates, elles sont aussi plus ou moins carrées pour qu'on puisse les mettre dans des boîtes. Les courgettes qu'on voit à l'extrême gauche, elles sont carrées aussi. Et le porc est assez intéressant parce que si vous regardez bien, il a un visage plus ou moins humain. Évidemment, il mange du maïs génétiquement modifié, mais en fait, le porc servira très bientôt non seulement de nourriture, mais aussi, en fait, parce qu'il a été génétiquement modifié pour pouvoir être compatible avec l'humain, et donc pouvoir faire des transplants de foie de porc sur les humains, parce qu'en fait, on manque de foie humain pour les transplants. Donc, ça sera la même chose pour les poumons par la suite et le cœur. Mais si vous voyez, il y a une petite souris avec une oreille. Ça, c'est un clin d'œil à un artiste qui s'appelle Sterling et qui en fait, fait greffer une oreille artificielle, en fait, une oreille synthétique sur le bras, en fait, parce que lui considère que le bioart, d'une certaine manière, c'est aussi l'extension de l'humain, de post-humanisme. Donc ça, c'est une approche. Une autre approche, c'est que le cheval vive en moi. Donc, c'était une performance faite par Marion Laval-Gentré et Benoît Mangin. C'est un groupe art orienté objet français. Et en fait, elle se fait injecter du sang de cheval. Donc évidemment, ça a nécessité une très longue préparation. Mais... Et ensuite, le sang, si vous regardez en haut, la petite image en haut, il va être lyophilisé. Et pendant un certain moment, ça va être du sang de centaure, puisque ça va être à la fois du sang de cheval qu'on va lui prendre et du sang d'humain. Pendant un certain temps, effectivement, les deux vont pouvoir cohabiter. Et l'idée, en fait, derrière ça, c'est d'explorer, en fait, l'animalité, mais aussi de modifier un peu les processus, ou d'être à la limite des processus vivants pour explorer. Explorer ce qui se passe quand on est à la fois animal et humain. En fait, et ce que j'ai écrit sur le côté, c'est le manifeste. Parce qu'il y a un manifeste du bioart qui a été fait justement par Marion et d'autres artistes que je vais présenter. Et donc, en fait, le bioart, c'est aussi, en fait, une expérience de la vie, une expérience du vivant un petit peu différente. Et c'est ce qu'il dit, en manipulant les processus biologiques, le bioart intervient directement dans les réseaux du vivant, et c'est ce que fait le groupe Art Orienté. Parce qu'en fait, il joue aussi avec les protéines, puisqu'il joue avec en fait, le système immunitaire de Marion. Il y a un autre type, une autre manière de voir, c'est Jennifer Willett. En fait, elle
considère que la science est un peu théâtrale. Exactement que la science est devenue théâtrale dans le sens qu'on doit y croire, il y a, comment dire, il y a toute les laboratoires et ont comme une image qu'elle essaye de détruire, une image qui éloigne en fait du public et qui impose une sorte de faux respect, parce que après tout, la science peut parfois se tromper aussi. Et donc, ce qu'elle fait, c'est en fait des laboratoires qui n'en sont pas. Cette bicyclette, en fait, ce que vous voyez derrière la bicyclette, c'est un petit laboratoire pour multiplier des algues, mais en même temps, c'est un orgue. Donc, en fait, quand elle pédale, elle fait de la musique pour distraire les algues, mais également pour apporter du CO2, du gaz carbonique aux, aux algues. Voilà, un autre de ces œuvres, c'est elle utilise ce qu'on appelle des hôtes afflux laminaires ou des hôtes de sécurité en biologie. En fait, derrière le petit théâtre, il y a un espace complètement stérile. Et en fait, les personnes, les êtres qui vont animer ce théâtre, qui vont jouer, ce ne sont pas des humains, ça va être des microbes. Ou bien ça peut être des plantes génétiquement modifiées qui poussent en conditions stériles. Donc, en fait, c'est pour discuter, puis pour essayer de changer la vision qu'on peut avoir de la science. Elle attribue aussi ça à une sorte de hiérarchisation des connaissances, parce que en fait, les connaissances doivent être très sérieuses, généralement plutôt masculines, donc c'est ce qu'elle essaye de mettre en cause. Ici, en fait, ce sont des tableaux qui ont été faits avec des bactéries. Partout, vous voyez qu'il y a des boîtes, des espèces des petits ronds, ce sont les boîtes de pétri. À l'intérieur des boîtes de pétri, il y a des cultures bactériennes en croissance. Donc évidemment, chaque heure, les tableaux changent, puisque les cultures évoluent. Ici, c'est une œuvre d'Edouard Dauquet, qui est en fait un des bioartistes les plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre. C'est lui qui a fait un lapin. C'est pas lui qui l'a fait, mais c'est l'artiste qui a mis en scène un lapin, une lapine, Alba, génétiquement modifiée, avec des protéines fluorescentes vertes. Il a appelé cette lapine un biofact, parce qu'en fait, c'est à la fois un être vivant, mais il a également été fabriqué d'une certaine manière. Et en fait, c'est ça, là-dessus qu'il s'interroge. Parce que cet être qui fluoresce en vert dans l'obscurité sous une lumière ultraviolette est comme un peu étrange. Et comment on peut accepter, comment on réagit par rapport à un animal qu'on a en partie fabriqué. Et donc, son idée, c'était de prendre Alba et de l'incorporer dans sa famille et de voir comment on peut réagir à ce biofact. Et je voulais également le mettre dans une galerie. Donc évidemment, comme vous voyez là, il y a eu beaucoup de science pour faire Alba, bien sûr, parce qu'il a fallu la modifier génétiquement, introduire
des gènes de méduse à l'intérieur de son propre génome. Donc, vous allez peut-être me demander, mais à ce moment-là, quelle est vraiment la limite entre la science et les arts dans ce cas-là? Ben, en fait, justement, il y a, je peux facilement illustrer cela par une opposition qu'il y a eu entre Édouard de Cac, l'artiste, et Louis-Marie Houdebine, en fait le scientifique qui a réellement créé Alba. Initialement, Alba n'était pas faite pour être représentée dans une galerie. Elle devait, en fait, il y avait un projet de recherche sur le lait de lapine, parce il aurait été possible de transformer génétiquement des lapins, des lapines, pour produire un médicament extrêmement coûteux et difficile à fabriquer artificiellement. Donc, au début, Eduardo Cac et Louis-Marie Houdebine s'entendaient très bien et le scientifique était même enchanté de faire partie d'un projet artistique parce qu'il voulait montrer le résultat de transformation génétique d'une manière non conventionnelle, en dehors du cercle scientifique. Où ça s'est un peu mal passé, c'est justement à cause de cette photo. Parce que là, on voit que le lapin, la lapine, est entièrement vert. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que la transformation génétique, en fait, n'affecte que la peau et pas les poils. Donc, les poils ne peuvent pas fluorescer. Et ça a été un gros problème pour M. Houdebine. Parce qu'en fait, on l'a accusé en fait de tromperie, donc scientifiquement parlant, il était en une assez mauvaise position parce que la crédibilité est extrêmement importante pour un scientifique et cette photo mettait en danger sa crédibilité. Donc, M. Houdebine a retenu le lapin en otage, la lapine, qui n'a pas pu être exposée. Donc, je pense que c'est là la différence. C'est parce que, en fait, c'est évidemment, le bioart utilise la science, mais pas du tout dans la même optique qu'un scientifique. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a eu ce conflit, en fait. Mais d'un autre côté, c'est que M. Houdebine, au début, voulait tout de même montrer la science d'une autre manière. Et c'est crucial, en fait. Donc, ce que j'ai marqué, les deux paragraphes suivants, en fait, sont extraits du manifeste de bioart. Et Édouard de Cac, en fait, est un des signataires de ce manifeste. Ouais, et là, il le dit clairement, mais surtout par la nature de la relation entre l'artiste, le public et l'organisme transgénique. Parce que pour Édouard de Cac et pour d'autres personnes, c'est vraiment très important. C'est une réflexion qu'il faut avoir sur comment on accepte des organismes qui sont d'une certaine manière naturels et d'autres pas vraiment naturels. Un autre exemple du travail d'Édouard de Cac, c'est cette fleur qui en fait a été génétiquement modifiée avec un gène d'Édouard de Cac et qui en fait qui a des veines rouges à cause du gène qui provient de M. Cac.
Il y a une autre partie, c'est dans le bioart, c'est comment présenter la vie. Parce que évidemment, on peut faire un tableau et présenter une apparence de vie. Mais ce que cherche à faire le bioart, c'est pas présenter l'apparence, mais utiliser le vivant comme un matériel. Et donc, mais ce matériel est bien particulier. Pourquoi? Parce que, comme elle le dit, c'est qu'il y a des implications éthiques. Vous pouvez faire un peu n'importe quoi avec de la peinture. Vous pouvez même mettre de l'essence dedans. Vous ne pouvez pas prendre un lapin et le mettre dans l'essence quand même. Donc, il y a tout le vivant à utiliser le vivant en art. À la fois, ça pose beaucoup de questions éthiques, mais également, ça permet d'exprimer des problématiques qui seraient moins visibles si on utilisait une peinture. Donc ça, c'est une fleur génétiquement modifiée, c'est une des premières en 92. Et Georges Gesser est également un signataire du bioart. Une autre personne signataire du manifeste, c'est Martha de Menezes. Et justement, elle s'interroge sur ce que c'est que la nature. Qu'est-ce que c'est être naturel? Parce que par exemple, dans les produits alimentaires, on nous dit produit 100% naturel. Ah bon? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ou bien pire, d'origine naturelle. Ma bouteille de plastique, elle est d'origine naturelle. Bien sûr, puisque ça vient du pétrole. Du pétrole, on extrait le paraxylène. Et de paraxylène, on peut faire des résines. Donc, ma bouteille de plastique, d'une certaine manière, ça est très certainement même, est d'origine naturelle. Énormément de produits qui peuvent être très toxiques sont d'origine naturelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement naturel? Et c'est la question qu'elle pose. Parce qu'en fait, elle a pris des papillons et quand ils étaient encore en chrysalide, avec une très très fine aiguille, elle a fait des petits trous dans la chrysalide. Et donc, évidemment, ça a changé le motif des ailes du papillon. Le papillon va très bien, ça ne le gêne absolument pas. Mais ce papillon, est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il n'est pas naturel? Il est naturel dans le sens que il va bien, c'est un être vivant qui grandit, qui va se reproduire. Les modifications ne vont pas passer dans ce gène. Mais d'un autre côté, les humains ont quand même modifié le papillon. Donc, on peut se poser la question, et aussi, qu'est-ce qui est naturel? Est-ce qu'un jardin, c'est naturel? Non, d'une certaine manière, puisqu'on les a plantés, on a tout planté. Donc, qu'est-ce qui reste vraiment de nature autour de nous? C'est difficile à dire. Ça dépend de ce qu'on appelle. Il y a une autre, Paul Vanou, c'est également un signataire du manifeste. Et lui, ce qu'il veut, justement, il parle de ça. Ici, c'est une exposition qui a pour but exactement, qui s'appelle Labor, c'est le travail, qui est sur la sueur. La sueur, c'est en fait comme un symbole du travail, d'une certaine manière de l'exploitation humaine. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait fabriquer de la sueur par des bactéries. Donc la question se pose, sommes-nous à ce moment-là les exploiteurs des bactéries? Ou bien, et également,
Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les espèces de grosses de gros flacons, il y a différents types de bactéries. Et en fait, elles se mélangent toutes au milieu et elles vont s'imbiber de doses de sueur un t-shirt. C'est un t-shirt blanc parce que souvent, beaucoup de travailleurs ont des t-shirts blancs. Et au fur et à mesure du temps, dans la galerie, les odeurs vont s'amplifier. Mais il n'y a pas eu de travail humain. Oui, effectivement, oui, d'accord. Il faut ce qu'il faut. Et donc, il n'y a pas de travail humain, mais pourtant, il y a comme la preuve du travail humain. Donc, c'est l'explication. Donc là, vous avez les noms aussi des bactéries. Et là, on voit en fait toute l'installation sous un autre angle. Donc, vous voyez les 3 bactéries qui croissent allègrement tout au long de l'exposition. En fait, il a fait autre chose aussi, parce que Palvanus travaille surtout sur la biochimie. Et particulièrement dans cette œuvre, le centre d'inversion suspecte, il travaille sur l'ADN. Son idée, en fait, c'est que on nous dit qu'il y a une empreinte génétique et qui nous permet de reconnaître à 100% une personne. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, on peut manipuler ces empreintes. Et de plus, comment dire, c'est un processus extrêmement délicat et à différents moments, il peut être perturbé. Et donc, ça peut amener des erreurs. Et on peut même intentionnellement perturber le processus et créer, en fait, une empreinte génétique de toute pièce. On peut, par exemple, créer l'empreinte génétique, je ne sais pas, d'une personne à partir d'une autre personne. Et c'est ce qu'ils démontrent. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leurs empreintes génétiques et ils vont les transformer en une autre personne. Donc, c'est un peu comme Jennifer Willett, mais d'une autre manière, c'est pour questionner la science. Parce que, en fait, c'est pas exactement questionner la science, c'est questionner le rapport entre la science et le public. En d'autres termes, il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on nous dit. Et parce que, en fait, on est d'une certaine manière manipulé parce que les processus biologiques et chimiques sont un peu compliqués. Donc, en fait, pour simplifier, mais aussi pour ne pas dire toute la vérité, on nous fait croire que les résultats sont infaillibles, mais pas du tout. Donc ça, c'est une vue du centre d'inversion suspecte. En fait, ils sont au milieu d'une galerie et c'est ça, ils vont présenter, là, au fond, vous voyez, et il y a deux images. Et donc, au fur et à mesure de la transformation de l'empreinte génétique, on voit les 2 images qui vont devenir éclairées. Martin a également travaillé avec le système immunitaire. En fait, elle a créé avec Luis Garça, qui est en fait son époux, et qui est lui un immunologiste. Ils ont créé Immortalité pour lui. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est chacun de leur côté a modifié les cellules immunitaires de l'autre
pour les rendre cancéreuses. En fait, c'est relativement simple, mais ce qui se passe, c'est que du coup, ces cellules sont devenues immortelles, mais elles ne pourront jamais se retrouver, puisqu'elles ont été créées à partir de cellules immunitaires. Donc, elles vont, si les cellules de Martha rencontrent celles de Louise, elles vont s'autodétruire. Donc, c'est une immortalité qui a pour prix l'isolement. Mais c'est aussi une immortalité. Les cellules cancéreuses sont, si elles sont bien conservées, en fait, elles sont d'une certaine manière en bonne santé, c'est-à-dire qu'elles elles se multiplient et elles vont très bien dans le cadre d'une cellule cancéreuse. Donc, le questionnement, c'est est-ce que notre hyper-santé allant à l'immortalité, est-ce que ça ne conduit pas d'une certaine manière à un isolement perpétuel? Une autre idée pour revenir au porc, c'est Patricia Piccinini avec la jeune famille. En fait, c'est au sujet des porcs génétiquement modifiés, mais ils sont génétiquement modifiés avec des gènes humains. Évidemment, puisque en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir utiliser leurs organes et les transplanter dans des humains. Mais alors, ils sont quoi ces porcs? Est-ce qu'ils sont complètement animaux? Est-ce qu'ils sont complètement humains? C'est une question. Et l'autre question aussi, c'est comment on peut, parce que ce sont des êtres qui sont différents mais proches en même temps. Donc, comment on peut aborder cette différence? Parce qu'il faut les accepter aussi d'une certaine manière, puisqu'ils existent. Mais comment? Donc, en bioart, souvent, il y a beaucoup de questions, mais chacun a sa propre réponse. Mais c'est juste que, en fait, c'est peut-être important aussi de poser les questions. Et comme elle dit, ça, ce que j'ai marqué sur le côté, c'est ce qu'elle dit de son travail. Et donc, c'est ça, il est difficile de voir où finit l'être humain et quand commence l'animal. Il y a juste une évolution continue, mais aussi, c'est ça, c'est la différence et l'acceptation. Une autre personne travaille aussi beaucoup là-dessus, sur l'acceptation. C'est Cathy Hall, qui ne fait pas partie de ceux qui ont signé le manifeste, mais qui est une très grande bioartiste. En fait, Cathy a une maladie qui a été transmise génétiquement et qui concerne la mutation s'appelle HLA-B27. Cette mutation a été transmise à des souris. C'est pour ça que vous voyez une souris qui a un drôle d'air, c'est la souris mutée avec HLA-B27. Et en fait, évidemment, cette souris mutée sert à faire des tests pour trouver une solution à cette maladie qui est quand même assez contraignante, qui en fait provoque de l'arthrite très juvénile et également des problèmes au niveau intestinal. Donc, Cathy Hall a décidé d'adopter 3 souris modifiées génétiquement. Parce qu'en fait, ce sont des gènes humains, le HLA-B27, donc, qui est la mutation qui crée la maladie, qu'on a injecté et qu'on a introduit
dans le génome de ces souris. Mais là, Cathy a comme a beaucoup été, comment dire, perturbée, si on peut dire. J'ai posé beaucoup de questions. Parce qu'en fait, quel rapport, elle a un rapport assez, très étroit avec les souris primaires, puisqu'elle partage cette maladie. Alors, ce qu'elle a essayé de faire, c'est de créer une sorte de paradis pour ces souris. Une sorte, parce que ce sont comme quand même un peu responsables de leur souffrance. Parce que elles souffrent également de la même manière que souffre l'humain. Donc, et de plus, elles meurent relativement vite. Enfin, Cathy les a gardées une année à peu près. Donc, elle a décidé de créer un environnement qui serait un paradis de souris. Donc, c'est ce qu'elle a présenté ici dans cette galerie. Donc, en fait, c'est comme un immense réseau et bon, là, évidemment, il y a l'écrit, mais sinon, c'est ça qui... Les souris peuvent passer de l'un à l'autre en allant par-dessus. Et ici, en bas, on voit qu'elle a fini par pouvoir jouer avec ses souris. Mais ce elle ne voulait pas que ce soit des animaux de compagnie. Et en fait, la question aussi qu'elle se pose, c'est le rapport au non-humain. Au non-humain qui est quand même un peu humain. Donc, c'est pour ça qu'elle a beaucoup travaillé sur cette notion d'hospitalité. Parce que l'hospitalité pour une souris. Donc, c'est parce qu'une souris, c'est ça. En fait, elle parle surtout de l'hospitalité pour les animaux qui ne sont pas des animaux de compagnie, pas de la nourriture. Et donc, parce qu'il faut que les souris respectent aussi certains codes. Parce que l'hospitalité, c'est ça. En fait, l'hôte impose comme des codes. Mais la souris, elle a sa propre manière de vivre. Elle a ses propres. Mais il ne faut pas non plus que la souris soit trop envahissante. Ce qui est arrivé chez elle, enfin, d'une certaine manière. C'est parce qu'en fait, comme elle a voulu faire un paradis pour souris, que les galeries n'ont pas accepté, il était immense. Et donc, elle avait presque plus de place. Donc, et c'est pour ça qu'il faut, en fait, on s'est beaucoup posé des questions sur l'éthique, mais sur l'hospitalité. Parce que, effectivement, comme disait Derrida, l'hospitalité, c'est aussi un peu, il y a un peu d'hostilité et un petit peu d'amour. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que la souris n'était pas un animal enfin, ces souris modifiées génétiquement sont des souris de laboratoire. Elles ne sont pas habituées à être des animaux de compagnie. Elles n'ont pas été sélectionnées pour ça non plus. Donc, elles peuvent être parfois elles ont un comportement qui ne suit pas la logique humaine, donc c'est pour ça, et qui peuvent être un peu agressifs. Donc, dans le travail de Katia et dans parce que ça, j'ai pris ça en fait de ses explications. C'est ça, elle s'interroge beaucoup là-dessus, sur, sur l'éthique, sur l'hospitalité, sur notre devoir, c'est ça, qui est en relation avec l'éthique sans être... Donc, et elle est aussi le fait de cohabiter avec un animal, d'une certaine manière, il a fallu qu'elle observe cet animal, il a fallu qu'elle comprenne ses codes. Et donc, d'une certaine manière, elle est devenue animal. Elle est en devenir d'animal, comme dirait Deleuze et Guattari, dans le sens où
en fait, sa cohabitation avec la souris lui a apporté quelque chose, en fait, a changé un peu son identité, ou du moins la manière dont elle se représentait sa propre identité. Surtout, en plus, qu'elle était proche de la souris à cause de la mutation génétique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Beaucoup de défis par rapport aux valeurs Oui, de civilisation. exactement. Ouais. Alors, vous allez peut-être me demander, mais l'art dans tout ça. Parce que, en fait, et c'est là que ça rejoint un peu. Deleuze et Guattari sont des. Deleuze est un philosophe. Guattari était un psychoanalyste, mais c'est ça, ils ont réfléchi sur l'art, en fait. Et c'est important pour les artistes. L'œuvre de Deleuze et Guattari est parce que il définit l'art d'une manière telle que le bio-art peut être considéré comme un art. Parce que si on considère évidemment les définitions classiques de l'art, de l'esthétique, non, le bio-art ne rentre pas à ce moment-là dans l'art. Mais si on considère l'art comme le voit Deleuze, c'est-à-dire c'est pas, ce qu'il faut, c'est la réaction. C'est la réaction du public, c'est la réaction des gens. Et en fait, c'est cette réaction qui est le, qui est l'essence même du travail. Et c'est ça qui est, d'une certaine manière, l'art. Parce que ce qu'il dit, c'est d'arracher le percept aux perceptions. C'est-à-dire, une perception, c'est bon, on trouve ça beau, mais quel est à l'intérieur de nous ce qui va rester de ce qu'on a vu? Ça ne sera pas peut-être uniquement l'image. Ça va être comme une sensation, comme quelque chose qui va rester en nous. Même si on a oublié exactement dans le tableau ce qui est représenté, mais on va avoir quand même, on aura eu à un moment un lien qui va rester en nous. Et c'est ça, c'est extraire un bloc de sensations. Et c'est ce qu'on veut en fait. Extraire un bloc de peur, enfin, ou du moins de surprise, ou bien de, comment dire, de, une certaine empathie, par exemple pour la souris, ou qui souffre d'une certaine manière à cause de nous, ou bien de cette réflexion sur comment on peut cohabiter avec d'autres ennemis. Donc, même par exemple devant les ports de Votimini, on a aussi une réaction. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches de nous, ils nous ressemblent, mais ils ne sont pas nous. Donc, on a une sensation d'ambiguïté. Mais c'est cette sensation qui, d'une certaine manière, est, selon Deleuze et Guattari, de l'art. Et quand il dit, et aussi, en fait, ces phrases, je les ai prises d'un livre de Deleuze qui s'appelle Qu'est-ce que la philosophie? Et donc, il explique ça aussi très bien enfin, c'est Cézanne qui explique, il y a une minute du monde qui passe, on ne la conservera pas sans devenir la minute elle-même, sans réellement prendre conscience et analyser cette minute.
Et c'est ce qu'il dit, c'est dans ce sens-là qu'il parle de devenir animal, comme de devenir la souris. Parce que, à force de véritablement se concentrer sur la souris, de l'étudier, de comprendre, en fait, on devient, parce qu'on rentre d'une certaine manière en elle. Et c'est ce qu'il dit aussi, comme quand quelle terreur hante la tête de Van Gogh prise dans un devenir tournesol. Parce qu'en fait, il regarde le tournesol, mais pas d'une manière rapide. Non, non, il analyse le tournesol pour avoir vraiment l'essence du tournesol, pour avoir, pour qu'il puisse le représenter d'une manière, d'une certaine totale. Donc, c'est pour ça qu'il est dans une phase de devenir tournesol. Une grosse question aussi en bioart, c'est la question de l'identité humaine. Qu'est-ce qu'on est exactement, en fait? Et donc, c'est ce que se pose Martha de Menezes de manière assez récurrente, en fait. Et en fait, elle s'est demandé aussi, parce qu'on a des contacts avec beaucoup de gens, qu'est-ce qui reste en nous? Quelle est parce que notre identité, est-ce que c'est une identité qui reste, qui est stable? Est-ce que c'est une identité qui bouge? Et c'est exactement, en fait, le but de cette œuvre, Anti-Martha. Alors, Louis, comme d'habitude, pauvre, il est de toutes les œuvres, pratiquement. Donc, ce qu'ils ont fait, donc Louis et Martha ont 4 enfants. Donc, ce que Martha a décidé de faire, c'est de prendre un morceau de peau de Louis, à 2 morceaux, et en fait, c'est ça, de les greffer sur sa propre peau et de faire la même chose avec sa peau, de greffer 2 petits morceaux de sa peau dans la peau de Louis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, bon, les greffes de peau ont été rejetées à cause des différences immunitaires, mais d'abord, ça a été assez douloureux pour Louis. Très douloureux même, beaucoup moins pour Martha. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà eu 4 enfants de Louis. Donc, évidemment, son système immunitaire était quand même, avait déjà changé un peu. Mais de toute façon, ce que ça voulait montrer, c'est que d'une certaine manière, même si la greffe a été rejetée, en fait, les cellules immunitaires de chacun conservent et conserveront à jamais l'image de l'autre. Et donc, il y a un petit bout qui est encore en anglais, excusez-moi. C'est ça, en fait, ils vont, chacun aura son identité biologique modifiée par, en fait, ce lien qui les unit. Et donc, c'était ce qu'elle voulait montrer. C'est qu'en fait, l'identité n'est pas stable. Donc, on change. On est des demi. Donc, oui, parce qu'en fait, avant, il y a longtemps, c'était tellement simple, l'identité humaine, parce qu'on pensait qu'il y avait le soi et le non-soi, et que le système immunitaire éliminait tout ce qui était le non-soi, tout ce qui n'était pas humain. Et donc, l'immunologie, en fait, l'immunité, c'était le critère réel et physiologique de l'identité. Eh bien, pas du tout. En fait, on ne peut plus soutenir cette idée. Et donc, il y a des philosophes de l'immunité, comme Pradou,
qui en fait considère qu'il faut considérer aussi la génétique, la physiologie, l'immunologie. À l'intérieur, il faut la considérer quand on veut définir l'identité humaine. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, on a sur nous un microbiome, c'est-à-dire on a des micro-organismes qui forment notre microbiote. Le microbiome et le microbiote, c'est la même chose. C'est juste qu'on appelle on l'appelle microbiome quand on le considère au niveau génétique. Et microbiote, c'est quand on considère plutôt les différents composants d'une manière spécifique. Donc, c'est ça, on a sur nous, donc, on a un microbiote, et particulièrement microbiote, donc un ensemble de micro-organismes, des bactéries, des champignons, des archaées, des virus, particulièrement sur la peau, dans le système digestif, mais également sur la peau. Et en fait, du coup, ça change un petit peu notre frontière anatomique. Pourquoi? Parce que, en fait, ces micro-organismes qu'on a sur la peau, ils vont communiquer avec des micro-organismes qui sont à l'extérieur, enfin qui sont dans l'air et mais qui sont comme plus éloignés que notre peau. Donc du coup, c'est pour ça que les frontières anatomiques commencent également à s'évanouir un peu parce que la peau, c'est peut-être plus une frontière. C'est plutôt un lieu de communication, en fait. Et donc, du coup, ça nous met un peu plus grand. Donc, une autre question aussi, c'est qu'un individu, normalement, c'est un organisme qui est complètement autonome. Mais en fait, est-ce qu'on peut vivre sans tous nos micro-organismes, sans notre microbiote? Non, on ne peut pas. On n'a jamais vécu seul. On a toujours vécu avec des milliers de bactéries. Donc, en fait, est-ce qu'on est vraiment un individu? Alors, on a créé, en fait, le terme d'holobiome, c'est-à-dire un ensemble, un hôte avec son microbiome, son microbiote. Et donc, du coup, on considère maintenant que la sélection, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'évolution, la génétique, la sélection qu'on appelait naturelle, c'est pas faite sur un individu, mais c'est faite en fait sur une sorte d'association. Un hôte et tout un tas de micro-organismes qui en fait étaient à l'intérieur du muscle. Et donc, c'est ce qu'on appelle les super-organismes ou holobiome. Alors là, le système immunitaire dans l'histoire, parce que si, en fait, le système immunitaire, comme on le pensait avant, allait rejeter tout ce qui était non humain, ça veut dire qu'il devrait rejeter et réagir à notre microbiote, à nos micro-organismes qui sont sur nous. Mais pas du tout. En fait, il réagit absolument pas. Et même plus, en fait, c'est les micro-organismes qu'on a sur nous qui nous viennent en fait de notre mère. Même avant la naissance, en fait, les mères transmettent leurs micro-organismes au bébé et évidemment à la naissance encore plus. Mais donc, ce sont ces micro-organismes qui sont sur nous qui vont entraîner le système immunitaire, en fait. Parce qu'il y a des cellules qu'on appelle les cellules T qui doivent être entraînées à reconnaître les pathogènes.
Et en fait, ceux qui les entraînent, ce sont nos propres micro-organismes. Je vais revenir. Donc, du coup, le système immunitaire n'est pas du tout là pour éliminer ce qui est non humain. En fait, il est plutôt là pour réguler des relations entre les microbes, c'est-à-dire entre nos microbes et les microbes extérieurs, et puis entre ce qui est humain et son microbiome. Et quand ça ne marche pas, on a des maladies assez... Donc, dans la vision de Gilbert Eckebert, c'est un philosophe. Donc, l'holombionte est un organisme dont le système immunitaire reconnaît ses microbes particuliers, les symbiomes, comme faisant partie de lui-même. Donc, l'holombionte, c'est le groupe et ça peut être le sou pour le moment. Donc, c'est ça, le système immunitaire ne filtre pas ce qui est humain ou animal et ce qui ne l'est pas, mais ce qui est associé au système ou ce qui ne l'est pas. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on est un bactère humain. Nos microbes, en fait, ils font partie de notre identité. On ne les aime pas, évidemment, mais parce qu'on ne les aime pas, surtout parce que depuis le 19e siècle, on a appris à les détester, parce qu'ils peuvent provoquer des maladies, ce qui est tout à fait faux. Mais ils ont aussi, mais ils ne font pas que ça. Ils racontent notre passé, mais surtout, bien sûr, nos microbes, parce que, en fait, notre microbiote, comme je disais, il est transmis par notre mère, qu'il a elle-même reçu de sa mère, et ça, c'était depuis des millions d'années. Et en fait, si on est humain, ils ont toujours participé, en fait, à notre évolution. Donc, on peut pas être, on ne serait pas humain sans notre microbiote. Donc, ils racontent notre passé, c'est certain. Puisqu'en fait, ils ont toujours évolué avec nous. On ne peut pas vivre ça. Ils nous espionnent. Oui, parce qu'en fait, ils sont, comme je vais le montrer tout à l'heure, ils sont au courant de tout ce qui se passe sur nous et ils sont le reflet de ce qui se passe et ils sont peut-être aussi ce qu'ils provoquent. Ils nous protègent la plupart du temps. Comme, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est eux qui, les premiers, vont détecter des micro-organismes potentiellement dangereux. Et donc, et aussi, ils participent par exemple, la guérison des blessures ou de manière très active. Je vais revenir. On les aime pas parce qu'on pense qu'ils nous attaquent tout le temps et qu'ils nous font sentir mauvais, la sueur. On dit qu'ils nous parasitent, qu'ils ne servent à rien et qu'ils sont juste là pour nous prendre de la nourriture. Mais en fait, on a toujours vécu avec eux. Alors, qu'est-ce qu'un humain? Un humain, plus ou moins, c'est 10 puissance 12 cellules. Et donc, on a à peu près 10 000 gènes. Maintenant, si on a nos bactéries, c'est 100 fois plus de gènes. Parce qu'en fait, bon là, c'est pas juste ceux de la peau, c'est aussi ceux des intestins. Parce qu'en fait, il y a nos bactéries, c'est eux qui fabriquent en fait des vitamines, il y a énormément de choses que juste le génome humain est incapable de faire, mais que les bactéries font sans problème pour nous. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, d'une certaine manière, on est plus bactérien qu'humain.
en nombre de cellules et en nombre d'informations, parce que les gènes, ce sont des informations. Aussi, le microbiote, en fait, d'abord, il est particulier à chaque personne. Voilà, chacun, on a un microbiote différent. Mais en plus de ça, il est différent dans les différentes parties de notre peau. Pourquoi? Parce que, par exemple, la peau du nez est un peu plus grasse, donc ça sera des organismes particuliers. Et donc là, en fait, je ne sais pas si on voit bien, mais là, chaque couleur correspond à un type de bactérie. Et ça, c'est juste pour montrer que c'est ça, le microbiote est différent dans chaque partie du corps. Et en fait, il est adapté à chaque partie du corps. Donc, c'est véritablement une partie de notre identité. D'abord parce qu'il nous est particulier. Chacun, on a un microbiote particulier et en plus, on a un microbiote particulier dans chaque partie de notre corps. Donc, c'est véritablement notre identité qui se trouve dans nos micro-organismes. Ici, c'était juste pour illustrer un peu comment fonctionnent ces interrelations entre le microbiote et nous. Donc, en fait, si on regarde, si on a des microbes qui arrivent, la première ligne, c'est évidemment nos bactéries. C'est notre, si on a comme c'est marqué, bactéries étrangères, c'est nos micro-organismes, nos bactéries à nous qui vont être les premières en contact. Et en fait, c'est elles qui vont déclencher le système immunitaire. Parce qu'il y a des cellules particulières, comme je disais, les cellules T qui sont sensibles en fait à la réaction de nos bactéries à nous et qui vont déclencher toute une série de réactions. Comme qui vont même à des activations nerveuses et tout un cycle de réactions. Et donc là, c'est un petit résumé, parce que si on voit, en fait, on a des bactéries, même si on est en parfaite santé, hein, sur la peau qui peuvent être assez dangereuses, le staphylocoque aureus par exemple, c'est le staphylocoque doré qu'on attrape facilement dans les hôpitaux. Et donc, normalement, c'est ça, il peut être pathogène, mais aussi, si vous regardez dans les effets positifs, en fait, c'est lui qui va débuter la production d'antigènes et qui va diminuer l'inflammation de la peau et puis donc qui va amplifier la réponse immunitaire de la peau. Et donc, c'est vraiment, bien sûr, il peut être très, très dangereux, mais d'un autre côté, il a des effets positifs dans notre extrêmement importants. Donc, il ne s'agit pas de tout tuer. Parce que supposons qu'on se dise, ben, il peut être pathogène, on va se laver à l'eau de Javel tous les jours pour tuer nos staphylocoques, ou bien prendre des antibiotiques. Mais c'est qu'on va en souffrir terriblement. Parce que les effets positifs, même si il peut, dans certains cas, devenir pathogène, mais en général, il a des effets positifs. Et c'est la même chose pour les staphylocoques et les pseudomonas. Donc, tout ça, c'est ça, pour dire qu'en fait, ces bactéries qui peuvent être dangereuses, elles sont dangereuses dans une situation particulière. Elles ne sont pas dangereuses par elles-mêmes.
C'est simple, c'est que dans certains cas, ça marche pas. Alors, où sont-ils? Vous êtes peut-être demandé, mais à ce moment-là, à chaque fois que je me lave les mains, hop, je perds mon microbiote. Ou alors avec les quantités industrielles d'alcool consommées sur les mains avec la pandémie, mon Dieu, j'ai dû perdre tout mon microbiote. Rassurez-vous, il n'y a aucun problème, parce qu'en fait, il est en grande partie sous la peau. Et même si on se lave les mains, 15 minutes plus tard, nos bactéries sont revenues et tout va très bien. En fait, c'est le seul moment où on peut les perdre un peu, c'est quand on se baigne dans la mer, parce que dans l'eau salée, on les perd. Mais ils reviennent dès qu'on sort. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'on peut voir vraiment des différences? Oui. En fait, c'est ça, ça fait partie d'un projet artistique, mais quand même intéressant. C'est que j'ai pris comme ça les microbiotes de beaucoup de personnes. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Justement, c'est l'atelier que je vais faire tout à l'heure. Donc, ici, vous voyez que quand c'était des femmes de même âge. Donc, en bonne santé, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. En fait, il y a du jaune, un peu de vert, du marron, il y a beaucoup. Mais si on est malade, et là, en plus, il a fallu que je change un peu la lumière pour qu'on puisse voir quelque chose, mais en fait, on voit pratiquement rien. En fait, il y a très, très peu, il y a juste quelques champignons, c'est tout. Donc, quand on est en bonne santé, on a beaucoup plus de micro-organismes dans notre microbiote quand on est malade. Ici, on voit que le jaune est dans les deux côtés, mais vous voyez qu'en bonne santé, on a des points orange et aussi on a moins de champignons. Les champignons, c'est ce qui est un peu grisâtre dans la personne cancéreuse. Et vous voyez qu'il y en a un petit peu en bonne santé, mais vraiment moins. Donc, pour comparer deux microbiotes, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la diversité. Le nombre de couleurs, le nombre de petits points. Et donc, ça donne quand même pas mal d'informations. Ce qui est amusant aussi, c'est les femmes qui attendent un enfant ont énormément un microbiote très, très, très varié et extrêmement important. Donc ici, c'est la comparaison. Ça, c'est une très jeune femme qui justement attend un bébé, enfin, qui attendait un bébé, je pense qu'il est là. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de petits points, il y a des couleurs. Mais en fait, si vous regardez, son microbiote est différent sur son ventre et au creux du coude. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, le microbiote est spécifique aussi de l'endroit où on prend. Les hommes ont parfois un peu moins. Ça dépend. Parfois quand même beaucoup, mais bon. Mais plus on est âgé, et en fait, plus on a de champignons, et moins il y a de couleurs dans le microbiote. Donc, moins il y a de bactéries. Donc là, c'est un petit... pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver dans les microbiotes. C'est très joli, j'aime beaucoup. Ça, c'est une photo de mon abdomen. En fait, c'est une photo de mon abdomen total, une photo totale, c'est-à-dire que c'est l'abdomen lui-même, mais aussi le microbiote. C'est-à-dire, derrière, vous avez tous les microbes qui ont poussé. Voulez-vous une petite pause ou bien on fait le... Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être une pause de 5 minutes? Une pause de 5 minutes, parce qu'après, en fait, c'est la foulée, c'est Un l'exercice. atelier, oui. Oui, alors, c'est comme vous voulez, soit on peut... Donc, ça va être interactif. Bon. Et il y avait une question quand même. Ah oui.
peut-être avant la pause. Tout Mais à fait. c'est une question, tu nous diras si ça répond rapidement ou pas, parce que c'est général. C'est Oui, les expérimentations avec les souris, quand on oui, voyait là, avec les trois, le labyrinthe, oui. sont-elles éthiques? Et comment est cela considéré comme de l'art? Voilà. Ben, Mais attends, il y a une parenthèse aussi. oui. Comment le différencier de l'expérimentation scientifique et de l'art conventionnel? Alors, ben, en fait, c'est un peu expliqué dans euh, c'est est-ce que c'est éthique? C'est la question de base de l'artiste Cathy Hall. Est-ce que parce que voilà, c'est complexe. Ça dépend de quel côté on se place. Parce que c'est éthique de sauver des vies humaines. Mais aussi, si on se place du côté de la souris, c'est sûr que c'est quand même moins, un peu, c'est douloureux pour la souris. C'est bien pour ça qu'elle s'est sentie comme responsable et qu'elle a décidé de faire un paradis pour ces souris qui, en fait, souffraient pour elle. Donc, oui, c'est la question. Est-ce que c'est de l'art? Oui, c'est de l'art selon Deleuze et Guattari. C'est pas de l'art selon la théorie classique. Parce que C'est ça. la personne qui a posé la question, elle a réagi. Vous avez réagi à ces souris. Il y a quelque chose qui vous a fait vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un contact. Vous les avez jamais vus, mais c'est sûr, vous avez eu un contact avec ces souris. Et c'est ça. C'est votre sensation. Ça va vous rester quelque part. Et c'est ça, l'art, pour Deleuze. Comme si vous aviez regardé un tableau, et dans ce tableau, il y a quelque chose qui vous fait réagir. Et c'est cette réaction qu'on garde, et c'est ça qu'il considère qui est l'art. C'est le percept dans la perception. C'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qui nous reste à l'intérieur. Il y avait une autre partie. Non, c'est ça. C'était ça. D'accord, Et merci. merci beaucoup, oui. Et puis, alors, qu'est-ce que vous dites qu'on revienne à 25, à 8h25? Juste pour une pause, parce que regarder l'écran tout le temps, là, Oui, ça oui, c'est difficile. Oui, oui, absolument. un peu, puis on revient. D'accord? D'accord. Puis je mets l'enregistrement en pause. Voilà. Ouais. Oh, et c'est en espagnol. Tu peux Ah lire? non, non, mais ça y est, j'ai OK. D'accord, d'accord. Donc, allons-y. Très bien. Alors, qu'est-ce qui passe? Ah. Donc maintenant, on va passer à un peu de cuisine. En fait, pourquoi? Parce que vous avez vu que les microbiotes étaient sur des morceaux de tissu. Et je vous ai dit que j'allais vous montrer comment je faisais. Parce que c'est toujours intéressant de savoir à quoi ressemble notre microbiote, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ça donne une bonne indication de notre santé. Et c'est assez sérieux parce que quand j'ai vu ça, j'ai contacté des scientifiques et des dermatologues, et en particulier le docteur Gallo, qui m'a dit que oui, 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 que lui aussi était en train d'essayer de trouver une technique pour, d'une certaine manière, évaluer certaines maladies en utilisant le microbiote. Donc, c'est intéressant. Alors, un peu de cuisine, voilà, j'ai marqué comment on peut faire un liquide
que je vais utiliser. Donc, en fait, scientifiquement, ça s'appelle du potato dextrose. Potato parce que pommes de terre. Comme vous voyez, il faut prendre 200 grammes de pommes de terre, bien les laver et ne pas les peler. On les coupe en tranches d'1 centimètre. On les met dans un litre d'eau, à peu près, pendant 20 minutes. Puis, on laisse reposer. On recueille la partie liquide. On ajoute 50 ml de sirop de maïs clair, genre carreau ou bien... et on verse dans une bouteille étiquetée, juste simplement pour ne pas le boire quand même. Bon, c'est sûr que ce n'est pas grave, mais ce n'est pas très bon. Et conservé au réfrigérateur. Parfait. Ensuite, il faut un petit peu de patience. Donc, tout ça, je vais le faire. Il faut un tissu particulier qu'on appelle un tissu d'entoilage non tissé, entièrement 100% polyester. Pourquoi? Parce que le coton et la soie parfois sont traités pour éviter les moisissures. Donc, alors, évidemment, si c'est traité, on ne peut pas utiliser. De préférence sans colle, donc ça va le coller dessus. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mon petit morceau de tissu d'entoilage et ici, c'est mon milieu. Donc, c'est très simple, en fait. J'ai mon bol. Vous voyez bien? Alors, une chose, c'est que, bon, on met le tissu, c'est ça, on met le liquide sur le tissu. Et donc, il faut bien l'imbiber parce qu'il y a de l'air à l'intérieur, c'est du non tissé. Donc, il faut attendre que ce soit comme transparent, pratiquement. Vous voyez, ça a changé de couleur par rapport à tout à l'heure. C'est devenu plus transparent. Vous voyez le fond du bol. Vous voyez bien? Pourquoi? Parce que s'il y a de l'air dessus, ça ne marchera pas. Évidemment, puisque pourquoi je mets ce milieu, c'est pour favoriser la croissance des micro-organismes. Et ensuite, vous pouvez le mettre sur une partie de votre corps. Donc, moi, je vais choisir le bras parce que c'est plus facile à montrer. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on voit bien? Et ensuite, vous le pressez bien pour que voilà, pour qu'il y ait une adhérence maximale entre votre peau et le tissu. Parce que l'idée, c'est de prendre les micro-organismes qui sont sur votre peau, les transférer sur le tissu. Et ça va marcher. C'est juste qu'il faut attendre 10 minutes. Alors, ce que je vais faire, est-ce que vous voyez bien? Voilà, comme ça. Et je vais continuer 10 minutes et je reviens tout à l'heure. Voilà. Donc, on continue la présentation. Donc, voilà. C'est écrit bien imbiber le tissu de la soupe. Excusez-moi. Donc, la soupe, ça s'appelle en fait un milieu potato dextrose. La dextrose, c'est du glucose. Et le glucose, il y en a beaucoup dans le sirop de maïs. Donc, on le pose sur soi, on attend 10 minutes. Voilà. Donc, pendant ces 10 minutes, je vais vous parler de ce que je fais en ce moment. Mon travail qui s'appelle
dissection. Ici, vous voyez que j'ai, voilà, on voit mieux. En fait, c'est ça. Ce que je fais, c'est que je fais croître mes micro-organismes sur moi-même. Tout à l'heure, je vais vous le montrer. Et donc, j'utilise un film transparent pour les faire croître. Et pourquoi je fais ça? En fait, parce que c'est d'une certaine manière pour pouvoir communiquer avec eux. Donc ça, c'est la référence c'est une performance, mais comme ça dure 15 minutes. Si vous voulez la voir, avec grand plaisir. Donc ici, en fait, c'est un tissu, parce que ça, c'était au début de la performance, donc qui est imbibé du milieu. C'est exactement ce qu'on a fait, sauf que c'est ça, c'est dans un contenant en plastique. Et le tuyau, ça me sert comme dans la performance, parce que c'est pour montrer mon lien, en fait, avec mon propre micro-organisme. Et également, sur moi, j'inocule donc moi, je fais croître mon propre micro-organisme, mais aussi je fais croître des micro-algues qui viennent de la rivière Détroit. Pourquoi des micro-organismes, des algues? Parce qu'en fait, à l'intérieur, parmi nos micro-organismes, dans notre microbiota, en fait, on a des micro-algues. Mais on n'a aucune raison d'en avoir, personne ne sait pourquoi. Donc, j'ai décidé, en fait, d'en ajouter et de voir ce qui allait se passer. On a des algues Oui, c'est ça. sur la peau. On a des algues sur la peau. Personne ne sait pourquoi. Et en fait, on les transporte depuis des milliers d'années, des millions d'années. On peut imaginer beaucoup de choses. Peut-être qu'on est là, en fait, au cas où elles manqueraient pour réapprovisionner les cours d'eau. On ne sait pas. Donc, ça, c'est à la fin de la présentation. En fait, c'est ça, c'est les tuyaux, parce que avant, là où il y a marqué back in 5000 years, c'était là où j'étais. Et en fait, je pars et je dis que je reviendrai après l'extinction humaine. Puisque même si les humains meurent ou disparaissent de la Terre, nos micro-organismes ne vont peut-être pas disparaître. Ils vont juste peut-être faire autre chose, rentrer dans une autre association. Et nous, on ne sera pas là, mais peut-être qu'ils vont nous survivre et il y aura quelque chose de nous. Alors ça, c'est parce que, si vous avez remarqué, tout est enfermé dans du plastique et on a du plastique dans notre sang. Donc en fait, c'est aussi on est comme subjugué par le plastique. Il est absolument partout. Et donc, c'était pour illustrer notre plastification. Donc, j'ai également fait une vidéo pour, dans ce cadre, je peux vous montrer. Ça dure 2 minutes. Donc, vous allez comprendre ou bien j'espère apprécier si j'arrive à trouver. Et on voit bien. Ah, super. Il n'y a pas de son encore. Il n'y a pas de son? Ah oui. Est-ce qu'il est supposé avoir du son et de la parole? Oui, oui, il y a du son. Oh, Vous n'entendez pas? Non, non.
Parce que quand tu partages, il faut sélectionner le petit bouton audio. Au moment, en bas de tous les écrans à partager, en bas, il y a une coche. Il faut cocher audio. Ah, d'accord, attends. On peut recommencer si tu veux. C'est court. Pas très long, c'est juste 2 minutes. Oui, oui. Alors, je n'ai pas. En fait, il faut que tu arrêtes de partager et que tu J'arrête de recommences le partager. partage. D'accord. Voilà, quand tu choisis, avant en bas à gauche, tu vas avoir deux coches, puis c'est la première surtout pour l'audio. C'est comme un petit bouton de radio, là. Attends, là, moi j'ai mute. Ensuite, Oui. stop vidéo. C'est dans mute. Non, c'est dans le grand cadre où il y a toutes les fenêtres que tu peux choisir. Mhm. C'est que tu fais partage, tu ouvres le cadre. OK? Et Oui. à la base, en bas à gauche, il y a un bouton qui dit partager l'audio. Excusez-moi, je suis désolée. C'est ça. C'est à la hauteur du bouton partager qui est bleu, mais à gauche complètement, de l'autre côté. Moi, j'ai stop pause pour. Non, non, comment? il faut sélectionner partager. Et là, Ah, d'accord. oui, s'ouvre la grande fenêtre où il y a le choix des fenêtres. Oui. T'as trouvé? Alors, attends, partager. Non, c'est plutôt. Ça serait dans partage. Est-ce qu'il y a du son maintenant? Ah, ça y est, ça commence. Et la suite, c'est quoi? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Voilà. Donc, écoute,
Bon. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose de particulier? On y est. Donc, si jamais vous voulez les regarder avec même un petit microscope digital, ou même avec le téléphone, donc c'est ça, c'est toujours intéressant. Donc, les champignons ont différentes formes. Ils sont assez jolis à regarder. Donc là, par exemple, vous voyez qu'il y a plein de petits points noirs. Et donc ça, c'est un champignon Aspergillus niger qui fait des petits points. Donc, ce qui est rouge en haut à droite, c'est une bactérie, Serratia marcescens. Donc, il y a aussi une autre bactérie un peu plus rouge, le jaune aussi. Donc, ce qui est un peu diffus et jaune, ce sont des bactéries. Et ce qui est plus filamenteux, ce sont des champignons. Donc, on a, pour les champignons, c'est très facile en fait, de les reconnaître à cause de leur couleur. Donc, là, vous avez une description. Je vais un petit peu vite parce que presque. Donc, ça, c'est les différences. Voilà. Les bactéries, pourquoi c'est important de regarder la forme des colonies? Parce que pendant très longtemps, et encore maintenant, c'est un moyen de les reconnaître. Parce que les bactéries, elles ont toutes la même forme. Donc, avec un microscope, on ne peut pas les reconnaître. Il faut des milieux particuliers. Ou bien, c'est juste par la forme de la colonie. C'est pour ça que c'est important de regarder attentivement. Et puis aussi, en bioart, c'est ce qu'on fait. On essaye de regarder attentivement les choses pour rentrer un peu en communication. Voilà, donc, Serratia marcescens, c'est la rouge. Mais vous voyez, on la reconnaît facilement. Ces deux-là, on les reconnaît facilement à leur couleur. Alors, anthropophagie. En fait, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut lactofermenter des légumes avec nos propres lactobacilles. C'est pour ça que j'appelle ça anthropophagie. Donc, en fait, là, vous avez la technique. Pendant que vous lisez, en fait, je vais couper mes légumes et je vais vous montrer comment on fait. C'est extrêmement simple. Et c'est une technique, en fait, de conservation des légumes très ancienne. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que c'est une source de lactobacilles, en fait, et c'est important pour la digestion. Et ce qui est aussi intéressant au niveau de la sensation, c'est qu'en fait, c'est nos propres bactéries. C'est un petit peu nous. C'est un petit peu de notre identité qu'on fait passer dans la cuisine et qu'on fait passer dans ce qu'on mange. Donc, c'est pour ça que c'est un peu d'anthropophagie. Alors, en fait, le plus simple, c'est de faire avec du chou. Mais on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Hein. Donc, en ce moment, je suis en train de couper mon chou. Alors, il faut couper quand même, parce qu'il vaut mieux avoir des petits morceaux. Parce que si vous avez des gros morceaux, ça prend une éternité. Donc, je range. Voilà. Donc, là, je suis en train de couper le chou. Voilà. Donc, je coupe mon chou en morceaux assez petits, comme ça.
On peut mettre du gingembre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. Mais sauf, il ne faut pas mettre d'agrumes et éviter de mettre, par exemple, des peaux d'orange, des choses comme ça. Ça risque de ne pas marcher. Donc, si vous mettez du gingembre, c'est aussi en petits morceaux, comme ça. Vous pouvez mettre aussi des piments pour faire de la sauce forte. Et ça va avoir un goût vinaigré. Parce que, en fait, ça va produire de l'acide lactique. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que c'est ça qui préserve les aliments. Parce qu'il n'y a plus de sucre. Les bactéries auront mangé, pris tout le sucre, et ils vont le transformer en acide lactique. Donc, du coup, il n'y a plus d'aliments accessibles pour les autres micro-organismes. Donc, du coup, ça ne peut pas moisir ou se détériorer. Donc, voilà. J'ai fini avec mon chou. Je mets le tout dans mon petit bol et je saupoudre de sel. Quand même suffisamment. Voilà. Ensuite, avec la main, je vais triturer. Bon, là, j'ai mis 20 minutes, mais en fait, avec le chou, ça marche un peu mieux. Mais toi, on peut rajouter un peu de sel. Hein, c'est bon. Donc, on triture, on triture. En fait, c'est comme si on faisait mariner des oignons. On triture relativement longtemps. Jusqu'à ce qu'on ait, mais des fois, ça marche bien. Là, aujourd'hui, ça a bien marché parce que j'ai déjà du jus. Donc, c'est ça, il faut avoir du jus. Une fois qu'on a du jus, c'est bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on goûte. Là, c'est trop salé. Parce qu'il faut que ce soit salé, mais comme très salé, mais pas immangeable. Donc, c'est... rajoute un tout petit peu d'eau. Et si c'est pas assez salé, ben, il faut rajouter. Voilà, là, c'est quand même à la limite. C'est-à-dire, c'est très salé, mais c'est quand même... ça donne pas mal au cœur. Ensuite, on met ça dans un contenant. Et ce qu'il faut surtout, je vais chercher mon contenant, c'est bien tasser. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air. Le but, c'est qu'en fait, c'est la chose que j'ai oubliée. Je reviens dans une minute. Si vous avez des questions, c'est le moment. Une minute et je vais chercher mon. J'ai oublié mon. Ensuite, vous mettez le tout dans le contenant. Bon, là, c'est sûr que j'en ai pas fait suffisamment. Donc, je vais compléter avec des feuilles qui ne sont pas faites. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien presser. Il faut mettre suffisamment de liquide. Là, normalement, ça devrait être coupé. Hein. C'est juste que comme... Et donc, vous poussez bien au fond. Il faut que le liquide... Bon, là, il faut supposer que ce soit à la bonne salinité. Je vais rajouter un peu de sel pour que ce soit à la bonne salinité. Voilà. Il faut que ça soit... Il faut tout sortir, l'eau.
En fait, la taille des morceaux de légumes n'est pas très importante. C'est juste que plus c'est petit, plus ça va vite. Voilà. Si c'est comme dans mon cas, il y a de l'espace, alors il faut mettre quelque chose. Vous pouvez mettre par exemple du gingembre ou un bout de chou, n'importe quoi, pour presser. Voilà, pour presser. Et cette partie-là, bon là, il y a la peau, donc ça ne va pas pourrir. Cette petite partie va peut-être pourrir, mais ce n'est pas grave parce qu'une fois que ça sera fait, vous le retirez. Mais il faut surtout que tout soit sous l'eau. Puis, mettez le couvercle. Il ne faut pas le fermer complètement parce qu'il va y avoir beaucoup de dégagement de gaz. Et c'est normal. Et donc, il faut attendre à peu près une semaine. Et à ce moment-là, vous allez goûter. Quand il fait chaud, c'est un peu moins, mais ça peut être plus aussi, parce qu'il ne fait pas très très chaud. Il faut goûter. Et quand le goût vous plaît, quand c'est pas trop fort, parce que vous allez voir, ça va devenir comme un peu vinaigré, la saveur. Et donc, si vous attendez trop longtemps, ben, ça va être très vinaigré. Si vous attendez un peu moins, ça va moins vinaigré. Et aussi, le goût du sel va changer. Ça va être un peu moins salé au fur et à mesure du temps. Et donc, et ces légumes, c'est comme ça qu'on fait la choucroute, en fait. Donc, après, vous pouvez les cuire ou bien les mettre en condiment. Et cette technique, en fait, c'est pas nouveau, hein, c'est utilisé depuis très longtemps en Asie aussi. Et ça sert c'est parce que ça conserve toutes les vitamines et les éléments nutritifs des légumes parce qu'ils ne sont pas cuits. Et à cause du sel, parce que là, en fait, c'est une solution saline et il n'y a pas d'air. Il y a très, très peu de bactéries, en fait, mis à part les lactobacilles qui résistent au sel et aux conditions sans oxygène. Donc, c'est pour ça que, en fait, c'est très sûr. On ne risque pas de s'intoxiquer avec cette technique. C'est certain parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on l'utilise. Des questions? Moi, j'ai une petite question. En fait, si je comprends bien le principe, c'est qu'on a macéré avec les mains, on a écrasé et Oui, on a c'est ça. transmis nos bactéries de nos mains comme C'est produit ça. actif. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut bien macérer. Là, je l'ai fait un peu plus rapidement, mais d'un autre côté, tout de même, ceux qui sont faits là, puisqu'il y avait déjà le jus qui sortait, c'est comme normalement, c'est bon. Mais normalement, il faut quand même le faire une dizaine de minutes là, pour être bien sûr qu'on a passé toutes nos lactobacilles. Parce qu'il y en a un petit peu dans l'air, mais il y en a plus sur nos mains, donc comme ça. Voilà. D'autres petites questions ou... Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et comme je disais, en fait, il y a très très peu de bactéries qui peuvent survivre dans ces conditions. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, ça, je vais laisser quelques références si jamais vous voulez. Et l'idée, c'est ça. Regardons-nous, moitié humain, moitié bactérien, totalement bactère-humain. Et merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était super intéressant. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne Oui, soirée. merci Nathalie. Et pour conclure, je vais partager un peu
un élément de la nuit de la philosophie. Donc, cette conférence était vraiment intéressante, a vraiment piqué ma curiosité au-delà des limites de l'habituel. Hein. Et donc, merci à votre présence aussi, ceux qui étaient là aujourd'hui, qui ont participé pour la 3e nuit de la philosophie. Notre comité, hein, de la nuit de la philosophie, remercie aussi tous ceux qui ont travaillé pour mettre ces 10 activités simultanées aujourd'hui en place. Et puis, si vous êtes intéressé à une approche philosophique, c'est dans le mode de vie que l'on a à se poser des questions éthiques et des questions dans un monde qui change dans toutes les directions et où toutes les possibilités de relation à la nature, comme nous a présenté Nathalie, hein, se relier, observer, être en présence de et apprendre de la nature. On a un cycle d'ateliers de philosophie appliquée qui aura lieu, la prochaine présentation, c'est le 21 novembre à 19h30 dans les locaux de Nouvelle Acropole sur la rue Saint-Denis, près du métro Jean Talon. Et puis, si vous voulez trouver ce lieu, ben, vous avez déjà, à travers la nuit de la philosophie, le nom de Nouvelle Acropole Canada, et c'est le site montréal.acropole.ca où se trouve l'information pour cette présentation du 21 novembre à 19h30 sur la philosophie appliquée dans notre vie. D'accord, merci beaucoup. Et bien, merci encore Nathalie, puis à la prochaine, et à la prochaine année peut-être. Ah, avec plaisir. À vous tous. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Gracias. Merci. Gracias. Merci. Oui, avec Priscilla. Felicidades. Gracias.